Julie Pietri, on entend beaucoup parler de vous en ce moment avec votre album. En fait, tout le monde dit que c'est votre premier album, mais ce n'est pas votre premier album, puisqu'en 80, il y en avait eu un qui était sorti chez CBS également, où il y avait 10 titres qui sont assez méconnus du public. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet album? Bah, c'est gentil d'abord d'être très au courant de ce que j'ai fait. Effectivement, j'ai commencé ma carrière avec un album qui comportait un titre phare qui était Maria Magdalena, qui avait fait un énorme hit à l'époque. Et puis, il faut bien le dire, le reste de l'album avait été un petit peu négligé par les dirigeants de l'époque de CBS. J'en avais été fort vexée parce que je trouvais l'album superbe, surtout pour un premier album. Je crois qu'il y avait peu d'artistes en France qui faisaient ce style d'album. Et donc on s'est pas très bien entendu parce que j'estimais que ça devait être défendu plus que ça. Donc je suis partie et je suis allée faire un petit tour chez Carrière et je suis revenue depuis chez CBS parce que les époques changent et les équipes aussi. Et j'ai trouvé effectivement du répondant cette fois-là sur mon deuxième album. Donc c'est donc le deuxième album. J'ai l'impression qu'à l'époque de carrière, vous étiez moins libre au niveau du choix des chansons, au niveau de la façon de mener votre propre carrière. Oui, je crois que c'est pas un secret de savoir que chez Carrère, il y a une politique qui est un petit peu différente, où on n'a pas vraiment son libre arbitre et où parfois on va pas jusqu'au bout de ce qu'on aimerait faire. Bon, et c'est vrai que moi, j'ai été sevrée d'albums, j'ai été sevrée de... Il y a eu des idées qui ont été reprises qui n'étaient pas exactement celles que j'aurais voulu, etc. Enfin, disons que j'ai pas été tout à fait heureuse, c'est pour ça que je suis partie, voilà. Mais enfin, on va pas s'étendre. J'ai pas non plus été malheureuse. Je veux dire que Carrère m'a donné une popularité certaine. Maintenant, le tournant que j'ai pris chez CBS avec mon album et en faisant exactement ce qui me plaît, c'est quand même pour moi beaucoup plus chouette. Ça veut dire que les chansons que vous faisiez à l'époque de carrière ne correspondaient pas à ce que vous aimiez vraiment? Les slows comme Let's Fall in Love ou Cœur Sauvage. Voilà, on peut dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y avait des choses que je revendiquais complètement, comme Et c'est comme si, et pas mal À force de toi, etc. Il y avait des choses que je revendiquais beaucoup moins. Effectivement, vous parlez d'un morceau que j'aime pas du tout, hein, qui est Let's Fall in Love, que je trouve un peu creux. Bon, et j'ai un peu obéi à des directives et j'avais pas forcément envie d'y obéir, alors bon, bah, je suis partie. Le duo avec Abba Leonard était complètement voulu. Oui, l'idée était de moi, mais ce qu'on en a fait, là aussi, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Est-ce que la suite, l'après-duo, n'a pas été un moment difficile à faire, dans la mesure où Ma Délivrance et Dernier Appel n'ont pas eu le succès escompté? Oui, oh, vous savez, il y a toujours des disques de passage. D'abord parce qu'on ne peut pas non plus, dans une carrière, on ne peut pas faire des tubes chaque fois qu'on sort un disque. Il faut être réaliste. Je crois qu'une carrière, ça se mène avec des tubes, comme on dit, et des top 50. Et puis il y a aussi des morceaux de fond. Il y a aussi... Vous parlez de Dernier Appel. Moi, Dernier Appel, sur scène, je fais un tabac avec. Donc, parce que ça emporte le public, c'est un truc qui bouge beaucoup. C'était peut-être pas un disque destiné à être numéro un au top, mais en tout cas, c'est un disque qui, moi, me donne une couleur à mon tour de chant qui est tout à fait ce qui me convient. Mais c'est sûr que c'était difficile de sortir de ce duo parce qu'on a vendu beaucoup de disques. Vous savez, chaque fois qu'on fait une énorme vente, on est toujours un petit peu tributaire ensuite de ça. Sauf que plus on prend de l'âge en carrière, je veux dire, plus on peut se sortir facilement de ce genre de choses. C'est-à-dire que là, après Ève, j'ai beaucoup moins de mal, disons même, j'ai carrément beaucoup de succès avec Nuit sans issue parce que aussi on sent qu'il y a une continuité, il y a une carrière, il y a une continuité de son, une unité artistique entre Ève, Nuit sans issue, l'album qui sort en même temps, etc. Donc là, les gens commencent à s'intéresser au personnage, à l'artiste Julie, et commencent à englober toutes ces chansons en les achetant de façon beaucoup plus, disons, j'ai fidélisé un public, voilà. Alors, avant de parler de l'actualité, continuons l'examen, si je puis dire, de votre carrière avec chronologie. Après Dernier Appel, il y a eu Tora Tora qui vous a relancé dans l'élite. Et là, bizarrement, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de lancement dans la mesure où d'abord il y a eu Tora Tora, puis après il y a eu À force de toi, la phase B, le disque retourné. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah là aussi, c'était qu'on n'était pas d'accord. Ça me semble visible, vous qui connaissez bien mon cheminement, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, moi, j'avais signé le texte d'À force de toi. J'adorais cette chanson parce que c'est une chanson un peu de trip, chanson de femme comme ça, un peu plus profonde. Et que Tora Tora, je n'y étais pas du tout, pas trop, j'étais pas trop impliquée dans cette chanson, mais c'était une question d'intérêt. Et
J'ai pas eu le dernier mot, voilà. Alors après ce coup-là, eh ben, je suis partie. Après, il y a un disque qui aurait dû sortir, que j'aimerais bien écouter, c'est Pretoria et Désert. Non, c'est moi qui n'ai pas voulu le sortir parce que, je veux dire, c'était prendre de grands risques de parler un peu de l'apartheid et que ça faisait, je trouvais que j'ai enregistré ce disque dans le feu de l'action en me disant que c'était magnifique de faire de jolies actions. Puis après, j'ai trouvé que trop, c'est trop. Je veux dire, on a trop chanté pour l'Afrique du Sud, trop chanté pour le Sahel, etc. On en a trop fait et ça fait un peu récupération. Alors, j'ai horreur des... J'ai pas envie de me mettre dans le ghetto de la récupération. Je pense que maintenant, il faut un petit peu arrêter avec ça. Si on veut faire des actions, il faut les faire de façon individuelle. Je crois que personne n'empêche personne de donner des chèques ou d'aller voir tout seul ce qui se passe. Le problème, c'est que je trouvais effectivement que ça faisait un peu récupération. J'avais plus envie de sortir ce disque. Et surtout, j'avais envie de changer de maison de disque et de faire exactement ce que je voulais. Alors là, justement, on arrive au changement de maison de disque. Comment s'est passée la rencontre avec Vincent-Marie Bouveau? Ben, c'est un garçon que j'ai rencontré sur un plateau de télé. Il avait fait un disque pour Christophe Génac, un jeune qui va pointer très vite son nez parce qu'il a de très bons titres, justement dû à Vincent Marie. Vincent Marie, justement, j'ai adoré ce Nous n'avons pas choisi ce monde de Christophe Génac. J'ai demandé qui avait fait la chanson. Et on m'a dit, mais c'est Vincent-Marie Bouveau, c'est un jeune mec et tout. Je dis, je veux absolument le connaître. Et je dis, où est-ce qu'il habite? Alors, j'ai mon attaché de presse de l'époque, qui est d'ailleurs toujours chez Carrère, qui m'a dit, écoute, viens, je t'emmène, qui est restée évidemment une de mes meilleures amies. Je t'emmène, il travaille dans une cave à Enghien-les-Bains. On va y aller, on est parti à 8h du soir, on est allé le voir. Je lui ai dit, fais-moi écouter des trucs. Écoute, j'aime beaucoup tes sons, je trouve ça très nouveau. Je trouve que il y a un côté synthétiseur très très bien vu, très nouveau en France. Fais-moi écouter des trucs. Ah, il était comme ça parce que bon, il avait 23 ans, maintenant il en a 24, ce qui est pas beaucoup plus vieux. Et alors, il était comme un fou. Il disait, mais qu'est-ce que... Alors, il m'a présenté plein de trucs et c'est là qu'a démarré la collaboration. Et en fait, depuis ce jour-là, il est devenu complètement fou de moi. Et bon, moi, je savais ce que je voulais. J'avais vraiment envie de travailler avec lui. Et de cette rencontre est né un premier titre qui est Nuit sans issue. Donc, pas Ève comme on le croit. Nuit sans issue. Le premier jour aussi, qui fait partie de l'album, qui est le titre de l'album. Et ensuite sont venus Ève, L'homme qui aimait les femmes, etc. Et tout l'album. Et en fait, quand on est arrivé chez CBS et pour voir Henri de Bodina, on avait tout le concept de l'album qui était entièrement prêt. Donc on est arrivé en force. Il y avait une évolution au niveau de la musique, bon c'est certain. Et puis parallèlement à cela, vous avez eu une évolution au niveau du look. Comment c'est venu cette mèche à la punk? Bah, c'est-à-dire que j'étais... En fait, je me brimais moi-même à tout niveau. Et je me sentais un petit peu coincée, et en même temps, je me coinçais moi-même. C'est-à-dire que je me disais que si je sortais du classicisme, je sais pas, j'osais pas, voilà, tout bêtement. Et puis, quand je suis partie de chez Carrère, j'ai tout cassé, quoi. Tout cassé dans ma tête. Je me dis, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de faire exactement ce qui me plaît. Si j'ai envie de mettre des postiches et avec une tresse jusqu'en bas du ventre, je le fais. C'était un risque? Ah oui, c'était un gros risque, mais j'adore les risques pour finir, je crois. Donc c'est là que j'ai rajouté mon nom de famille parce que j'étais très... Je trouvais presque un peu péjoratif dans nos temps de s'appeler Julie, comme ça. Julie, c'est un prénom, ça manquait de crédibilité pour moi. Donc je m'appelle Julie Pietri dans la vie, je vois pas pourquoi je ne me serais pas appelée Julie Pietri, artistiquement parlant. Donc tout ça a été un tout, j'ai un peu bousculé mes propres structures, je me suis un peu éclatée, quoi. Ça correspondait bien à ce moment-là. Moi, je crois que c'est une question de maturité. Je crois que j'étais pas... j'avais du mal à briser mes propres limites. Et tout d'un coup, je me suis dit, il n'y a pas de raison, je m'éclate. Je fais exactement la musique qui me plaît. J'écris les textes qui me plaît d'écrire. J'ai le look que je rêve d'avoir depuis toujours. Si j'ai envie de mettre des postiches, j'en mets. Si j'ai pas envie d'en mettre. Si j'ai envie de mettre un pétard. Bon, et de là, de fil en aiguille, j'ai rencontré une styliste fabuleuse qui s'appelle Brigitte Comazzi. Qui me fait mes robes, qui me faisait mes robes très drapées pour Ève. On avait un look complètement comme ça, moyenâgeux, moderne, comme je dis. Et puis là, pour Nuit sans issue, elle m'a dessiné toutes mes robes New Look, des années 50, très entre le New Look et le glamour, comme ça, avec des grands chapeaux. Alors là, mon coiffeur aussi s'en est donné à cœur joie. Il m'a fait des espèces de bananes.
à la Audrey Hepburn, etc., avec les petits cheveux, des petites mèches et tout. Bref, on s'amuse bien et je me suis jamais autant amusée qu'aujourd'hui. Voilà. Et entre-temps, il y a eu la création de Musique Secrète où ça en est la bonne marche de l'entreprise. Bah, elle marche d'autant mieux que là aussi, on reprend. La marque ne nous appartenait pas parce que à l'époque, c'était Julie tout court. C'était pareil. Et là, on a décidé de racheter la marque de maquillage. Et ça va devenir Julie Pietri. On va lui faire prendre de l'essor. Il est même question aussi, toujours avec la même Brigitte Kobazzi, de monter une griffe de vêtements. C'est en train de se faire en ce moment. On pensera aux hommes parce que je pense que les hommes ont besoin un petit peu qu'on pense à eux aussi. Et puis aux jeunes, etc. Et puis, mis à part ça, il est prévu aussi que j'écrive un bouquin. Voilà. Un bouquin, quel en sera le sujet? Ce jeu sera, évidemment, ça tournera autour des femmes. Ce sera un petit peu la vie vue par une femme des années 80-90. Et puis un petit rapprochement avec les femmes, la façon dont vivaient les femmes dans les années 40-50. Et puis une hygiène de vie. Le fait qu'on a dépassé le stade 68 art du style la femme doit être l'égale de l'homme et le fait qu'on brandit les soutiens-gorge bêtement. Le fait qu'on peut être belle ou charmeuse et sophistiquée, aimer la sophistication et puis pas trop con non plus, et puis répondre à ses pulsions, à ses envies, un désir de réalisation complète, quoi. Je veux dire, c'est prouver qu'il n'est pas incompatible de tirer parti de son physique et de tirer parti de son mental. Revenons à la promotion d'Ève Lève-toi. Pour la première fois, vous avez réalisé un clip. Comment ça s'est passé, le tournage du clip, et vous êtes impliqué dans ce tournage? Dans le tournage de Ève, moi je suis impliquée dans tout ce que je fais. De toute façon, il faut toujours que j'ai mon mot à dire, donc c'est normal. Je suis la première à être intéressée, mais il y a aussi tout un travail d'équipe autour de moi. C'est-à-dire que depuis Ève, donc la rencontre avec Vincent-Marie Bouveau, le travail avec mon équipe de promotion à Gone Organisation, donc Jean-Patrick Tesser, dont on sait que c'est aussi l'homme de ma vie, je crois que c'est pas un secret aujourd'hui, mais qui est donc mon manager, mon producteur. Il y a une équipe formidable autour de moi, tous les gens qui s'occupent de bon, j'appelle ça le club de fans, mais j'aime pas dire ça, d'un club où on a fait un journal, où on va faire un concert pour tous les jeunes. Toute l'équipe qui s'occupe de la scène, on est 14 personnes quand on part sur scène, etc. J'aime beaucoup les équipes. C'est pareil pour les clips vidéo. On travaille en équipe, on se donne des idées, on se donne des impulsions comme ça. Et je trouve que les gens autour de moi ont de très bonnes idées. Alors pourquoi pas les écouter? J'aime beaucoup écouter les gens qui m'aiment. Je sens tout de suite d'ailleurs les gens qui m'aiment et ceux qui m'aiment pas. Et je crois que dès que quelqu'un m'aime et qu'il a une idée intéressante, ça se sent, c'est à exploiter. Et dans Ève, c'est vrai qu'on est allé en Tunisie pour tourner le clip chez des amis au Club Sango. C'est pas un secret non plus pour personne, je le dis. Et on a profité des paysages tunisiens et du fait qu'on sait que Ève, enfin la notion du mythe de Ève est née dans le désert éthiopien. Et donc on a retrouvé ce désert dans le sud tunisien. Et des cités arabes comme ça. Bon, la musique est quand même très arabisante, hein. Et avec la notion, l'espèce de serpent qui se dresse, ce côté de Ève maudite avec le rapprochement avec la femme d'aujourd'hui, justement, encore une fois, un de mes thèmes favoris, avec toutes ces jeunes filles qui arrivent avec moi. C'est un hymne un petit peu. C'est un hymne à la femme moderne, mais c'est en aucun cas agressif. Voilà, il y a une chose que j'évite toujours, c'est d'être agressive. Je trouve que enfin, d'abord parce que c'est pas moi je suis quelqu'un de très très cool et je trouve qu'on peut être féminine sans être féministe et je crois qu'on peut faire des hymnes comme ça à la gloire de la femme parce que je suis moi-même une femme tout bêtement. Et donc qui de mieux placé qu'une femme pour parler des femmes tout bonnement. Et puis je parle pas que de ça, quand on écoute mon album, quand on écoute Nuit sans issue, on pense beaucoup que toutes les femmes ou tous les hommes peuvent avoir des peines de cœur et peuvent avoir des troubles la nuit comme ça quand on commence à s'angoisser. Et dans Nuit sans issue aussi, on a travaillé avec une équipe différente, mais avec des amis qui visiblement m'adorent aussi. On a eu envie, étant donné le côté jazzy de Nuit sans issue, de donner vraiment dans tout ce qui est glamour, Audrey Hepburn. Il y a un petit clin d'œil à Gilda, à Rita Hayworth, comme ça, avec la grande robe qui traîne. Et il y a surtout des dessins. On travaille avec un dessinateur qui travaille normalement pour Rock and Folk, qui s'appelle Philips.
qu'on écrit d'ailleurs avec un F, Philips. Et il a fait des petits dessins je ne sais pas si vous avez vu le clip. Non, moi, je vais vous le montrer. Et avec des petits dessins de guitaristes, de musiciens, etc. C'est très intéressant. Ça n'a rien à voir, c'est très épuré, ça fait très cinéma des années 40 et 50, hein, toute la période glamour. Par rapport à Ève, je suis encore passée à autre chose. Moi, j'adore les bouleversements, j'adore les changements. Et puis, puisque ça a l'air de plaire, moi, je vais jusqu'au bout. J'ai pas envie de m'enfermer dans un personnage donné. Bon, si un jour j'ai envie de me faire un pétard sur la tête, je le fais. Mais si un jour j'ai envie de m'habiller en 50 et en new look, je le fais aussi. Vous voulez suivre votre propre évolution, donc personnelle. Voilà, moi je crois que j'ai un truc, c'est que j'ai envie de bouger, de changer chaque fois avec les musiques, avec ce que je fais ou avec mes humeurs. Ben, j'y obéis, c'est tout simple. Alors qu'avant, j'osais pas. Est-ce que c'est pas incompatible avec les techniques de promotion? Regardez Sheila par exemple, elle a voulu changer et puis ça n'a pas plu. Et pourtant, ça correspond mieux aujourd'hui à sa personnalité qu'avant. J'aurais une petite réserve en ce qui concerne Sheila, c'est qu'elle s'y est prise un peu tard. Voilà. Et je crois que son album, qui était d'ailleurs très très bon, il y avait Emmène-moi, une chanson que j'adorais, il y avait plein de bonnes choses, Tango, qui était un morceau formidable. Je crois que tout simplement, au lieu de s'y prendre à 29 ans, elle s'y est prise à 30 et quelques années. Et c'est dommage. Je crois qu'elle aurait dû se réveiller avant. C'est un petit peu. Elle a été victime. Bon, elle a fait une prise de conscience peut-être un peu tardive. C'est le seul point. Mais je crois que, par exemple, France Gall, qui a fait une prise de conscience à peu près à mon âge, dans les 29-30 ans, bah, elle a bien réussi sa reconversion. Mais c'est vrai que c'est un peu injuste pour des filles comme Sheila, c'est vrai. En 85, vous déclariez si un jour je devenais star, j'inviterais dans une émission beaucoup de mes consoeurs et on ferait une joyeuse troupe et on chanterait une chanson qui n'est ni de mon répertoire ni du leur. Alors, où en est ce projet maintenant que vous êtes devenu star en fait? C'est la machine, vous inquiétez pas. Je la vois s'inquiéter. Bah oui, parce que je suis aussi une femme d'intérieur, il faut bien. Le projet, c'est que c'est vrai. Bon, moi, j'ai encore une fois pas de honte à dire que j'aime beaucoup les filles qui font ce métier et tout. Chacune a sa personnalité, c'est intéressant. D'ailleurs, on a vu en 86 cette explosion de femmes françaises qui se débrouillent vraiment bien, qui sont un petit peu partout dans le top et tout, et qui font de la bonne musique, qui ont des looks pas possibles, qui se défendent vraiment bien, chacune dans son trip. Mais j'abandonne pas du tout cette idée. J'ai très envie, si un jour j'ai une émission, c'est encore... on fait plus trop d'émissions. Vous savez, les émissions que faisaient les Carpentiers à une époque. Et bon, on n'en fait plus trop, où il y a un chanteur leader comme ça qui se permet d'inviter tous ses copains. Ça se fait plus beaucoup maintenant, c'est un petit peu dommage. Et c'était dans ce cadre-là que j'aurais bien vu un espèce de blues ou de rock endiablé avec chacune un petit truc, mais je désespère pas, hein. Avec mes copines de Niagara, Jeanne Masse, Lio, tout ça, ce serait formidable. Vous avez de bons rapports entre vous? Est-ce qu'il n'y a pas des sentiments de jalousie parfois? Non, ça c'est un peu une image d'Épinal. Je crois que justement, comme on sait chacune qu'on a notre personnalité et qu'on se bouffe pas les unes les autres, chacune a sa place, il y a de la place pour tout le monde. C'est Mireille Mathieu qui m'avait beaucoup étonnée en disant ça, en disant mais vous savez, la chance est pour tout le monde, il suffit de la prendre. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toutes les musiques et toutes les personnalités. Et je crois que surtout ce qu'il faut défendre, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y avait beaucoup d'hommes dans ce métier et que les filles étaient un petit peu, oui, une fille ça fait un coup de par-ci par-là, mais enfin c'est pas très intéressant. Au contraire, je crois qu'on se défend beaucoup entre nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de mal à parler les unes des autres parce que on est heureuse que la femme soit aujourd'hui reconnue, voilà, dans ce métier, tout bêtement. Et avec nos différences et nos différentes personnalités, on cohabite très très bien. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Ça se voit d'ailleurs. Je crois que c'est dans la même émission, il n'y a pas de mal à coller Jackie Quartz, Lio, etc. Je crois qu'il n'y a rien à voir entre les musiques et les physiques. Donc pourquoi pas? Je trouve ça génial, moi. Vous êtes acclamé, entre autres, par un public jeune. Quel rapport avez-vous avec les jeunes, les 16-18 ans? Est-ce que vous avez une relation qui se crée entre vous et eux? Bah d'abord, c'est vrai que bon, le public qui achète des disques est souvent assez jeune parce que ensuite le public est, je sais pas, vous et moi, même
Moi, ma première réaction, bon, j'écoute un truc en radio ou en télé, mais je n'ai pas la réaction d'aller acheter un disque. C'est vrai que vers 30 ans, on achète moins de disques. Mais à 17 ans, on est encore friand parce qu'il y a de belles photos, parce qu'on a vraiment envie d'avoir l'objet comme si on avait un peu l'artiste chez soi. Et ça, je comprends bien. Et c'est vrai que j'ai un rapport privilégié avec même des plus jeunes que ça. Je veux dire, moi, je n'ai jamais compris parce que je ne m'adresse pas vraiment aux enfants et j'ai un public d'enfants. Alors, c'est un peu étrange pour moi. Parce que dans mes concerts, par exemple, je vois des tout jeunes enfants qui ont 8-10 ans. Et je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Parce que je leur parle, j'adore leur parler pendant les concerts. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, sur le bord de la scène à cette heure-ci? Oh, ma maman, elle m'a dit que pour vous, je pouvais bien veiller. Alors donc, il y a une sorte... il y a un rapport privilégié comme ça avec la jeunesse qui a l'air de me prendre soit pour modèle, soit, comme on me dit souvent dans les lettres, comme une grande sœur. Ou si tu pouvais être ma meilleure amie, ce serait vraiment chouette. Voilà. Et peut-être ça leur manque un peu. C'est peut-être un modèle qui leur manque. Ou elles s'ennuient un peu d'une fille qui soit comme une amie, qui leur parlerait au travers de chansons. Je crois que c'est ça un petit peu mon truc avec les adolescentes et les adolescents. Mais je suis en train d'élargir mon public. Je m'aperçois depuis le 33 tours, depuis Ève, depuis Nuit sans issue surtout, que j'ai élargi mon public vers des gens un peu plus... je m'aperçois de ça au niveau de mon frère qui a 33 ans et qui me dit... ah oui, mais parce qu'il il est fou de jazz, il est fou de beaux textes de jazz, etc. Il écoute toute la journée des mecs comme Joe Jackson, etc. Et il me dit... ah, Nuit sans issue, j'ai vraiment le frisson, c'est vraiment ce que je voulais t'entendre chanter depuis très longtemps, etc. Quand est-ce que sort ton compact? Parce qu'il y a tous mes copains qui veulent absolument acheter le compact et tout. Donc, visiblement, je suis en train d'élargir de plus en plus mon public. Et ça, c'est la plus belle récompense, je crois. Au niveau de l'album, le premier jour, je crois qu'il est prévu de l'enregistrer en anglais. Il paraît qu'il faut que il soit terminé dans 1 mois et demi avec le planning que j'ai. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'avoir entièrement enregistré en langue anglaise, mais il paraît que l'Europe l'attend. Vous savez qu'avec la version anglaise de Eve qui s'appelait Listen to Your Heart, j'avais été dans l'Europarade, j'avais atteint la place de 19e dans l'Europarade et j'étais allée le défendre un petit peu partout en Europe. Et ça avait commencé à bien fonctionner. Donc, on me réclame là l'album très vite. Je ne sais pas, il faut que je travaille la nuit, là, carrément. Une carrière internationale, ça ne vous effraie pas? Non, c'est très difficile, hein, c'est un challenge difficile. Je n'ai pas dit que j'allais réussir. Mais on me le réclame, ça veut dire qu'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'ouverture. Donc, on va voir, mais je ferai tout pour que ça se passe, bien sûr. Mais je ne peux pas vendre la peau de l'ours, hein, je ne sais pas. Et une future scène parisienne, entre autres l'Olympia, car il paraît que vous êtes en passe d'y passer en vedette. Oui, je vais y passer, comme dit Jane Birkin. Moi, je sais que je fais des concerts à peu près toutes les semaines, beaucoup en province. C'est vrai qu'on me connaît plus sur scène en province qu'on ne me connaît à Paris. Et je vais réparer cet oubli en passant probablement à l'Olympia fin octobre 87, après une grosse tournée en province. Merci.